Allô? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis le secrétaire. Bonsoir, monsieur. Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver cette autre édition de la Palabre intellectuelle sur les antennes de la télévision panafricaine au Cameroun. Comment arriver à la paix et à la stabilité dans les régions anglophones de l'ouest du pays? Nous allons nous interroger en précisant que 17 combattants séparatistes ont été tués durant une opération la semaine dernière dans la région du nord-ouest lors d'une opération justement baptisée Ngokbui. Dans un rapport, le colonel Charles-Alain Mathian affirme que pendant 7 jours, ils ont pu traiter beaucoup d'objectifs dans le département du Ngo-Ketundia, en particulier des camps ambazoniens de Baba 1, Wassing et Bounono dans le département de Mboui. Nous avons également traité les camps d'Ebal, Weke, Ngesiba et Oku, Doum, Djikem, Elak, Ndjotim, Tadou, Bim, Kumbo Central et d'autres zones voisines. Voilà, informant donc la hiérarchie de l'armée camerounaise, sa hiérarchie par rapport à cette opération et aux différents objectifs qui ont été atteints pendant ces 7 jours. Cependant, l'on a appris côté sécessionniste que des négociations entre les leaders séparatistes écroués à Yaoundé et le pouvoir avaient été lancées en vue d'un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le gouvernement n'a pas encore confirmé sur cette question, mais côté séparatiste, l'on confirme qu'il y a bel et bien eu des contacts allant dans le sens d'un cessez-le-feu. Il s'agit, selon différents analystes, d'un virage crucial dans la gestion de la crise qui a cours dans l'ouest anglophone camerounais depuis bientôt 4 ans. Il s'inscrit dans l'appel du Conseil de sécurité de l'ONU à la cessation générale et immédiate des hostilités dans toutes les situations dont il est saisi, dans l'optique bien sûr d'atténuer les conséquences de la pandémie de coronavirus. Nos invités sont nombreux. Avec eux, nous tenterons de comprendre les voies qui aujourd'hui pourraient permettre une paix, un retour à la paix et à la stabilité dans cette partie du Cameroun. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Et voilà, une fois de plus, merci de rejoindre cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Nos invités sont nombreux. Avec eux, nous tenterons de comprendre par quoi passe un retour à la paix et à la stabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il y a eu un rapport faisant état de nombreux objectifs atteints au plan sécuritaire dans la région du nord-ouest, avec notamment de nombreux camps séparatistes détruits et des morts enregistrés dans les rangs de ces séparatistes-là également. Un mort est à déplorer également côté forces de défense et de sécurité. Pendant ce temps, l'on a appris qu'il y avait des négociations, il y avait eu un contact pour des négociations avec des leaders séparatistes emprisonnés en ce moment à Yaoundé au Cameroun. Et nous allons donc en parler avec Padi Assanga, qui est analyste politique, qui a souvent été proche justement de ces mouvements sécessionnistes. Nous allons aussi en parler avec Charlie Temkem, analyste politique également, le docteur Succès Congo,
sera également là, militant des droits de l'homme, tout comme nous avons aussi Serge Anango, activiste politique, et Sandy Boston, également activiste politique. Merci, messieurs, d'être là, installés en multiplex, comme c'est le cas en ce moment. Et d'entrée de jeu, je commencerai par vous, Paddy Assanga. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, je commencerai par vous, Paddy Assanga, vous qui êtes analyste politique. Déjà, premièrement, est-ce que vous pouvez nous confirmer, effectivement, à votre niveau, selon vos sources d'information, ces contacts qui ont été déclarés côté séparatiste, des contacts avec les autorités camerounaises, dans le sens d'un cessez-le-feu pour permettre justement, entre autres, une meilleure prise en charge de la pandémie au Covid-19 ? Pour parler de l'appel d'Antonio Guterres, pour parler de l'appel du pape romain, du pape des catholiques. Moi, je ne suis pas chrétien, ça les engage. Et sur ce même plateau, on vous avait dit que si le cardinal Toumi, qui est très proche du pape, peut parler à M. Biya et que M. Biya écoute, ça serait du bon signe. Et vous vous rappelez aussi que j'étais en prison, j'étais parlé au nom de Mancho BBC, je suis parti les rencontrer. On a eu certains échanges et vous avez vu, il y a de cela pratiquement aussi presque un mois, les Mancho BBC avaient sorti un communiqué où ils appelaient aux garçons qui étaient en brousse d'arrêter tous les malfaisants qui faisaient en brousse, c'est-à-dire les kidnappings et d'arrêter d'empêcher les enfants de ne pas aller à l'école. C'est ces négociations-là qui sont en train d'aboutir. Bon, c'est des premiers rapprochements, ce n'est pas encore des négociations parce que il faut comprendre ce que c'est ce processus de radicalisation. Il y a les gens qui sont réticents ou bien remorseful. C'est avec ces gens-là que le gouvernement est entré, ou bien le service de renseignement est entré là-bas pour savoir justement si c'est vraiment ce que nous avons parlé avec eux. Pour Ayub Sese Kotabe, je ne peux pas venir mentir ici parce que je ne l'ai pas rencontré, mais pour le cas de Fritz Takan, Mancho BBC, Ngalim Felix et les Abakwa Boys de la Kofun Revolution, je les ai rencontrés. J'avais même rencontré Mamadou Moukta et Sylvanus Moutaga, qui est un militant du MRC dans la prison. Donc, vous pouvez comprendre que après le grand dialogue, il y a les mini-dialogues qui se poursuivent et je pense que c'est des bons signes, c'est les mesures à prendre et puis il faut que le gouvernement continue dans ces lancées-là. Vous allez voir aussi mon frère et ami, Dr Success Nkomo, qui était l'un des piliers, les premières personnes qui ont créé le Human Defense Force. Dr Success Nkomo va vous dire comment il a su amener encore les réfugiés qui étaient au Nigeria, au Cameroun, toujours par le biais de son éminence, le Christian cardinal Toumi, que je soutiens, mais que je ne suis pas membre de son église. Et il y a eu bel et bien ces rencontres-là. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Et juste derrière vous, justement, le docteur Success Congo est là, militant des droits de l'homme. Alors, déjà, l'on s'interroge de savoir si, effectivement, s'il est temps, si c'est le moment pour les forces camerounaises ou alors pour le gouvernement de penser à des négociations, alors que de nombreux rapports présentent une situation très favorable aux forces de défense et de sécurité du Cameroun. Vous qui connaissez, qui avez des contacts dans la région, qu'en est-il concrètement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez confirmer que voilà, l'armée camerounaise a vraiment pris le dessus, comme cela est présenté à travers de nombreux rapports, et qu'aujourd'hui, les forces sécessionnistes sont littéralement terrassées? La question est au docteur Success Congo. Parce que pour qu'il y ait des négociations, il faut également que le rapport de force sur le terrain conduise à ces négociations-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire que pouvez-vous simplement nous faire un point sur la situation sur le terrain pour que nous puissions mieux comprendre dans quel contexte ces contacts avec des leaders séparatistes auraient eu lieu? Vous savez, le cardinal Christian Toumi avait mis une certaine mesure sur pied et
commencer à négocier. Et puis, dans le cadre de reconstruction aussi, vous savez, il est aussi pour la reconstruction. En fait, c'est lui et le collège de la conférence générale anglophone, qu'il s'agit des imams, les membres de la société civile, qui ont appelé à parler au gouvernement que, bon, effectivement, il y a certaines personnes dans la prison qui veulent dialoguer. Il faut que vous partez les rencontrer. Ces rencontres-là ont eu lieu dans une église de la place que je ne veux pas appeler le nom, mais c'est un secret des polichinelles. Donc, comprenez que dans le camp en face ou bien dans le camp ambazonien, il y a les gens qui ont compris que bon, ça n'a pas d'issue, l'Ambazonie n'aura pas lieu. Il ne faut pas que certains partis politiques commencent à aller vendre la poudre et dire que les enfants des autres personnes devaient aller mourir pour qu'ils aillent à étudier. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez vous rapprocher du cardinal Christian Toumi et vous allez comprendre les vérités, vous allez comprendre de quoi nous parlons. Merci. Merci également à vous, Dr Socès Congo. Restez en multiplex et nous allons à présent retrouver Serge Anango qui est activiste politique. Alors, vous, on vous a souvent vu voilà, dans de nombreuses contestation et votre position également sur cette crise anglophone est tout à fait claire. Est-ce que pour vous, les négociations allant dans le sens d'un cessez-le-feu aujourd'hui peuvent être justifiées, vu le contexte et vu également le rapport de force que vous appréciez très certainement? Désolé d'exprimer mon point de vue sur votre antenne. Et effectivement, c'est bien de noter que ma position est très claire et qu'elle n'a pas toujours été constante. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'on a encore le droit d'avoir un certain nombre de positions et changer d'avis. Mais je pense que surtout, il faudrait, avant de discuter des positions sur le cessez-le-feu, je pense qu'il y a des notions qui convient de rappeler à un certain type de personnes. Pour ne pas reprendre le même mot que mon ami Padi Assanga, on parle du camp en face qui a quand même perdu un certain nombre de notions. Il faut d'abord leur définir ce que c'est que l'armée. Il faudra peut-être leur expliquer quel est le rôle de l'armée et leur expliquer déjà pourquoi il faudrait inculquer cela à nos enfants. À chaque fois qu'on a une contestation parfois qui est injustifiée, ça peut conduire à des morts inutiles. Ma position a souvent été très claire. On ne négocie pas avec des gens qui n'ont pas des revendications claires. Mais toujours est-il que je suis obligé, par rapport à mes positions, des fois aussi face à la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours rester inflexible et de dire on est en mur, il n'y a pas de négociation. Je pense que si négocier avec un certain type de personnes, ça va être la solution pour limiter les dégâts, pourquoi pas? Pourquoi pas si les conditions de négociation sont bien établies et qu'en face on a des gens qui veulent négocier. Maintenant, si on a des gens qui ne veulent pas négocier, parce que un certain type de personnes s'est attelé à accuser l'armée d'être un groupuscule de menteurs. On parle quand même là d'une institution qui est incarnée par des hommes, c'est-à-dire qu'elle a parfois le droit de se tromper. Moi, j'ai souvent vu des journalistes essayer de remettre en question la bonne foi de l'armée en expliquant que « pour Garbu, vous aviez dit ceci, et maintenant vous dites ça ». Je tiens à rappeler aussi qu'Angbo Bala, il a déjà accusé l'armée d'avoir tué un enfant. Akere Mouna a déjà accusé l'armée d'avoir tué un enfant, et quand les expertises ont démontré que c'était faux, on ne les a pas vus venir se dédire, ça va se démentir. Donc c'est bien le problème parfois des personnes qui sont en face, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours dans une sorte de binarité ou d'une sorte de dualité, où c'est chacun qui voit le 6, où on a le 6 et le 9, on a le 6 qui est posé, l'un voit le 6 et l'autre voit le 9, on ne sait jamais comment trancher. Donc il faudrait en fait toujours cultiver la vertu en nous. Et moi, je pense que les institutions sont au-dessus de nous. Même si on est d'accord avec les hommes qui les incarnent, on doit toujours s'atteler à les préserver. Et décrédibiliser l'armée auprès d'une population, ça conduit à des dérives de ce type-là, où on ne connaît plus ce que c'est que l'autorité. On ne peut pas gouverner un pays s'il n'y a pas d'autorité. L'autorité est justement là pour ça. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui incarnent l'autorité. Ce n'est pas Dieu, c'est des hommes. On vit sur terre. Donc, je suis désolé pour ceux qui croient encore en Dieu. Les hommes sont là pour incarner l'autorité, on doit s'en remettre à eux et il y a des voies de recours, c'est-à-dire que lors des élections, si vous voulez chasser ces personnes, vous sortez voter et vous préservez vos votes. Je pense que si dans une ville où il y a 10 000 personnes, les 10 000 personnes vont voter et restent dans les bureaux de vote pour protéger leur vote, il n'y aura pas de trucage. Maintenant, s'il y a le taux d'abstention qu'on a souvent vu,
c'est aussi la responsabilité de ceux qui n'ont pas voté, de se laisser diriger par ceux qui ont voté. C'est aussi ça le principe de la démocratie. C'est la majorité des votants sur le reste. Ce n'est pas la majorité de la population, c'est la majorité de ceux qui ont exprimé leur vote. Voilà. Donc, oui, au jour d'aujourd'hui, je vais faire preuve d'ouverture, ce qui n'est pas souvent le cas pour moi. Je dis, OK, si on a des gens prêts à revendiquer, avec des revendications claires et des traités qu'on peut signer, parce que oui, un jour de plus, un jour de guerre de plus, c'est des morts en plus. Et mon souci, c'est de limiter les morts. Même si je pense qu'on ne négocie pas ce type de personnes, je suis obligé d'envisager la possibilité de dire oui, c'est aussi là aussi une preuve d'ouverture de l'armée du Cameroun, qu'on l'appelle, oui, on appelle souvent l'armée la Grande Muette, mais je pense que les Camerounais avaient rajouté un autre adjectif à l'armée camerounaise, à savoir le grand sourd. Donc l'armée aujourd'hui, par cette tentative de négociation, fait preuve en fait d'écoute. Donc, contredit cette caractéristique de surdité qui leur avait été conférée. Je tiens à rappeler que pour régler le problème ambazonien, ça peut prendre un après-midi à l'armée, hein, mais il y aura beaucoup de dégâts collatéraux, donc ce n'est pas une position de faiblesse que de négocier. On a souvent des gens qui ont l'habitude de croire que négocier veut dire être faible. Négocier, c'est aussi faire preuve de conscience. Ça arrive que je négocie avec mon fils, alors que j'ai l'autorité nécessaire. Mon fils, il a 5 ans, je peux lui imposer ce que je veux. Mais ça m'arrive de négocier avec lui, tout simplement pour lui rappeler que je sais que vous êtes un être humain, je sais que tu es un être humain, je sais que tu as tes sentiments, je sais que tu as tes volontés, j'en tiens compte. Donc je ne négocie pas avec toi parce que j'ai peur de toi, mais je négocie parce qu'il y a un principe moral qui est au-dessus de nous. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vais vous dire aujourd'hui que oui, contre moi-même, je peux envisager un aspect positif pour ces négociations. Et juste à côté de vous, Sandy, je vais dire sur ce multiplex, Sandy Boston, activiste politique. Je vous retrouve, Sandy Boston. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire définitivement qu'il faut, malgré le rapport de force qui est toujours présenté par de nombreux experts, de nombreux observateurs de la situation comme étant largement à l'avantage de l'armée camerounaise, est-ce qu'au-delà de tout cela, l'armée devrait simplement aller dans le sens, suivre le sens du dialogue qui semble être apporté ici par les politiques comme étant la solution qui puisse permettre une paix et une stabilité durable dans ces deux régions? La question de l'entame des négociations pour un cessez-le-feu, ce que je dirais simplement, c'est que s'il est très bien accueilli, parce que tout ce que nous souhaitons pour notre pays, c'est la paix, la stabilité et la prospérité pour tous les Camerounais, il est quand même de bon ton de relever que ces négociations n'arrivent pas très tôt. Si, lorsqu'on appelait aux négociations en 2016, le gouvernement de M. Biya, qui est habitué à la répression, à la barbarie, à la sauvagerie, s'était assis à la table avec les avocats qui étaient descendus dans les rues, les enseignants qui étaient descendus dans les rues, on aurait sauvé, épargné plus de 15 000 vies, parmi lesquelles les vies des bébés, des femmes enceintes, des personnes âgées. De notre point de vue, si le régime de M. Biya, 4 ans après avoir utilisé la force la plus sauvage, la plus inégale contre ses propres populations, parce qu'il faut le rappeler, pour ceux qui parlent du rôle de l'armée, cette armée ne combat pas une force qui envahit le territoire du Cameroun ou une force qui attaque le territoire camerounais. Cette armée se bat bel et bien contre les populations camerounaises à l'intérieur du territoire camerounais. Ça, il faut bien le dire. Nous avons vu, lorsque l'armée se battait contre les Boko Haram, l'élan de solidarité et de soutien qui avait été
démontré par les Camerounais parce qu'en effet, il s'agissait d'une force qui venait du Sahel et qui s'attaquait aux Camerounais, aux populations civiles à l'intérieur de notre territoire. Dans cet exercice-là, le Cameroun, l'armée camerounaise a même bénéficié de l'entraînement et de l'apport logistique des États-Unis. Mais lorsqu'elle a utilisé l'expertise et l'armement qui lui avait été donné pour se retourner contre ses propres populations, nous avons vu les soutiens internationaux commencer à partir. Et si, donc, comme certains le disent, l'armée a toujours le dessus, oui, parce que elle bénéficie d'un financement d'État, elle bénéficie de l'aide des autres pays contre des rebelles qui défendent leur territoire et qui se battent avec les moyens de bord. Oui, l'armée a le dessus, mais cette armée n'a pas réussi à vaincre ces forces rebelles en 4 ans. Donc pour nous, pour que l'armée camerounaise s'asseye à la table des négociations, qu'elle aille vers les leaders qu'elle a arrêtés, emprisonnés, c'est une forme de capitulation. C'est une capitulation. Ça, on ne mâche pas les mots. Parce que les Nations Unies ont demandé le cessez-le-feu global lorsque la crise de Covid a commencé et a envahi tous les 4 continents. Nous sommes en mars 2020. Pourquoi est-ce que l'armée, à ce moment-là, n'a pas effectivement observé ce cessez-le-feu? C'est parce qu'il comptait sur cette crise pour continuer à perpétrer les crimes et pensait récupérer une partie du territoire, ce qui n'a pas été le cas. Et nous sommes en juillet 2020. L'armée enfin décide d'entamer des négociations. Alors, comme je le disais tout à l'heure, oui, nous recevons ce début de dialogue. Très bien, parce qu'il faut bien qu'on s'asseye tous autour d'une table. Il est quand même de bon ton de se demander si ce que le gouvernement de M. Biya a appelé autour de la table sont effectivement ceux-là qui sont les forces représentatives sur le terrain. Je pense que nous avons deux personnes ici qui sont expertes de la question du Nord-Ouest et Sud-Ouest qui pourront nous éclairer là-dessus. Mais je pense aussi que nous savons tous qu'en ce moment, il y a tellement de factions sur le terrain et qui sont actives sur le terrain qu'il serait difficile de dire avec précision que justement toutes ces factions sont représentées autour de la table de négociation. Et pendant que nous sommes là, tout à l'heure, nous étions en pleine spéculation par rapport au fait, par rapport à l'annonce sur les réseaux sociaux également, dans la presse camerounaise, de négociations entre le gouvernement camerounais et les séparatistes. Cela est tout à fait clair maintenant avec ce communiqué signé voilà, du ministre camerounais de la communication qui vient de tomber. Je vais d'ailleurs vous donner lecture de ce communiqué et après nous repartirons avec nos échanges sur le plateau. Voilà, communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion que l'information diffusée dans les réseaux sociaux sur la tenue le 2 juillet 2020 de négociations entre une délégation gouvernementale et des sécessionnistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à rechercher des solutions pacifiques à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment par le dialogue. Il est par conséquent ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans le sens du respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Cameroun. Le gouvernement lance
de nouveau un appel aux groupes armés pour qu'ils cessent voilà, donc le gouvernement lance de nouveau un appel donc aux groupes armés pour qu'ils cessent les atrocités contre les populations civiles ainsi que les destructions des infrastructures de développement et répondent favorablement à l'offre de paix du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Les forces de défense et de sécurité, dans le respect des lois et règlements de la République, continueront quant à elles à accomplir avec professionnalisme leur devoir de protection des citoyens et de leurs biens. Voilà, c'est un communiqué qui a été fait à Yaoundé ce 6 juillet 2020 et qui est signé de René Emmanuel Sadi, ministre camerounais de la communication. Messieurs, voilà qui revient donc, voilà qui vient donc mettre un terme à cette rumeur. Je l'avais dit à l'introduction de l'émission, l'information n'avait pas encore été confirmée par le gouvernement et donc voilà, on est fixé maintenant. Si l'ouverture, si le gouvernement reste ouvert, il se trouve qu'il n'y a pas encore eu de contact entre le gouvernement camerounais et les mouvements sécessionnistes des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Cela me conduit immédiatement à repartir vers vous, Sandy Boston. On dirait que vous êtes allé très très vite tout à l'heure en estimant que effectivement la situation était telle que l'armée camerounaise était aujourd'hui obligée de capituler. On voit très bien que cette armée continuera, peut-être comme elle l'a fait la semaine dernière, avec encore d'autres opérations très ciblées dans la région visant à réduire et à détruire des camps de séparatistes armés. Sandy Boston, tout à l'heure, vous parliez d'une capitulation et d'une réalité sur le terrain qui était aujourd'hui telle que voilà, le gouvernement ne pouvait qu'entreprendre des négociations. Mais on a l'impression que c'est tout à fait le contraire, avec une armée camerounaise qui continuera, nous dit René Emmanuel Sadi, à assumer son devoir et cela dans le respect, bien sûr, du professionnalisme qui doit être de mise. Est-ce que ceci n'est pas l'opposé de l'analyse que vous avez faite tout à l'heure ? Alors, je reprends la question. Sandy Boston, après avoir donc suivi ce communiqué signé René Emmanuel Sadi, ministre camerounais de la communication, qui précise qu'il n'y a pas eu de contact, mais malgré l'ouverture, en tout cas, du gouvernement à négocier avec ceux qui acceptent de négocier dans les conditions, bien sûr, prévues par la loi et la Constitution de la République du Cameroun, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est un peu l'opposé de la conclusion que vous avez établie tout à l'heure, à savoir que l'armée camerounaise était dos au mur et qu'elle était aujourd'hui forcée de négocier? Monsieur Sadi sort son communiqué à un moment où les négociations ont commencé. Il dit qu'il n'y a pas de contact. D'après lui, il n'y a pas de contact. Mais nous avons ici même sur le plateau des gens qui ont affirmé que M. Ayoub Tabé a effectivement tenu une réunion avec les membres du gouvernement. Voilà, quelques soucis avec Sandy Boston. Peut-être repartir vers vous, Paddy Assanga. À 20h, et nous avons eu, ici même dans les réseaux sociaux, de ses compagnons ambazoniens qui ont fait des lives, qui sont encore là, parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, pour dire que M. Ayoub Tabé a été sorti de la prison, escorté par une forte présence militaire. M. Ayoub Tabé lui-même fait un communiqué, ce qu'il ne fait pas très souvent, pour justement expliquer ce qui s'est passé. Et il y a des témoignages vrais qui rapportent le retour de M. Ayoub Tabé à la prison centrale de Kondengi à 22h. Alors, si le gouvernement du Cameroun prévoit
des mesures de négociation dans sa constitution, ce qui me paraît déjà assez énorme. Pourquoi est-ce qu'il a attendu tout ce temps pour faire ce communiqué? La vérité, la réalité est que le régime de M. Biya est à court de financement pour continuer cette guerre. Voilà, on va revenir sur ce plateau en espérant que nous allons très vite vous retrouver à nouveau, Sandy à Boston, tout comme Paddy Assanga, qui devrait également s'exprimer rapidement sur ce développement-là, à savoir bien sûr ce communiqué du ministre camerounais de la communication. Nous aurons également Serge Anango qui s'exprimera également là-dessus. Messieurs, ce communiqué remet pratiquement tout à zéro sur le plateau du débat et donc nous allons repartir sur la base de ce communiqué. Mais en attendant, peut-être vous retrouver directement, Serge Anango. Alors, comment est-ce que vous comprenez les critiques de Sandy Boston qui pense que les signes d'ouverture que présente le gouvernement aujourd'hui sont des signes qui sont tardifs quand on sait que avant la phase armée dans ce conflit, il y avait eu des négociations, notamment à Bamenda, 2 négociations pratiquement, et que ce qui avait rompu les négociations, c'était bien sûr la forme de l'État que voulaient aborder les personnes les groupes, les différents représentants des corporations qui participaient à ces discussions et que le gouvernement avait dit que tout pouvait être négocié sauf la forme de l'État. Ils sont sur l'autre ligne. D'accord. C'est toi qui as appelé. Oui, je pense que j'ai appelé, je pense. C'est toi qui as appelé. Alors la question était plutôt à Serge Anango de savoir quelle réaction après les propos de Sandy Boston. Sandy Boston qui estime que le gouvernement n'a jamais voulu négocier alors que l'on se souvient, il y a eu des négociations dans la région du nord-ouest du Cameroun. D'ailleurs, des personnes avaient été interpellées le jour même de la rupture des deuxièmes négociations. Alors Serge Anango, que pensez-vous de cette... Peut-on dire que le gouvernement camerounais a toujours privilégié la voie je vais dire la voie de l'affrontement armé tel que semble laisser entendre Sandy Boston? Nous vous écoutons. Allô? Oui, Serge. On a été rejoindre la conférence. Je ne sais pas si on est entendu depuis longtemps. Que les négociations de l'armée camerounaise, c'était une position de faiblesse. Bon, je tiens à rappeler qu'il ne faut pas prendre ce genre de déclaration au sérieux parce que voilà des personnes qui combattent depuis 2 ans, se prennent branler sur branler, échouent à chaque fois, sont ridicules tous les jours. Et puis quand ils rentrent, ils disent succès total. Ils sont partis à Lyon, attaquer Paul Biya.
Ils sont revenus l'une avec une jambe en moins. D'ailleurs, de sa jambe est complètement capuche. Hein. Certains ont failli se jeter dans le Rhône. D'autres se sont fait tabasser, aplatir comme pas possible. Et puis, ils sont revenus à Paris, ils ont dit succès total. Donc, vous avez en face de vous des personnes que, option 1, ils gagnent. Option 2, ils gagnent. Option à l'infini, ils gagnent. Donc, même quand vous avez gagné, il leur est impossible de reconnaître que vous avez gagné. Donc, quoi que vous fassiez, à partir du moment où ils ont, c'est ce qu'on appelle en fait en sophisme le tireur texan. Vous savez, c'est le mec qui se place sur le côté, il tire un fusil dans la grange, en cachette, et puis il va mettre une cible autour du point d'impact pour dire, ça y est, regardez les gars, dans le mille. Donc, il faut savoir que si René Sadi ne fait pas de négociation, ils vont dire que c'est un dangereux criminel qui a comme vocation à tuer tous les Camerounais. Si René Sadi fait preuve d'humanisme et dit, bon, ok, d'accord, je vous ai compris, je vais négocier avec vous, il dit, ah bah voilà, tu négocies parce que tu es dos au mur. Donc, il faut comprendre que moi, ça m'emmerde. Moi, je suis plus doué pour commenter leurs conneries dans mon mur parce que je peux être ridicule. Alors qu'ici, je ne peux pas adopter les mêmes attitudes que sur ma page parce que je suis obligé de donner l'impression que je les prends au sérieux alors que c'est une bande de guignols qui, quoi qu'il arrive, je vous dis tout de suite, c'est des mecs qui se prennent des... C'est des mecs qui, quand ils se prennent des branlées, c'est toujours une victoire pour eux. Voilà une qui est partie en Suisse, soi-disant pour aller bloquer Paul Biya. Elle est partie en Suisse, on a versé le suel, elle est revenue à STL, s'est fait appeler général. Donc vous voyez qu'il y a une autre personne que je crois, on l'a appelé Nino, machin, là, je ne sais pas comment il s'appelle, Nino Bidule. Il est parti à Lyon, on le voit ramasser comme une crêpe en train de se faire tabasser à plat ventre. Vous savez, comme à l'école primaire, quand on demandait à 4 gaillards chacun d'arrêter ton pied, il y avait un qui arrêtait la main, l'autre arrêtait l'autre main, et ainsi de suite. Il s'est fait tabasser comme ça, il est rentré à Paris, et après que Paul Biya parte, il avait la légitimité pour devenir général. Donc vous avez là en face de vous des personnes qui, à chaque échec, ils se donnent des grades. Donc, quand c'est des personnes comme ça qui vous disent que René Sadi négocie parce que dos au mur, excusez-moi, si j'avais été sur ma page, il y a des expressions que j'aurais utilisées, que je n'oserais pas utiliser ici parce que ça me fait vraiment rire, quoi. Là, franchement, la nana, elle m'a beaucoup fait rire. J'essaie de me retenir parce que il faut être correct quand on est sur Afrique Média parce que la dernière fois que j'ai rigolé à la blague d'un des gars de ces gens-là, on m'a expliqué que je ne respectais pas mes interlocuteurs, donc j'ai dû me retenir. Bon, voilà, vous demandez qu'on négocie, on négocie parce qu'on a peur, si on négocie pas, on est criminel. Eh oui, donc quoi qu'on fasse, ils auront toujours à dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet aspect. Merci. Merci à vous. Paddy, on va tenter de joindre maintenant Charlie Tekem, qui est également avec nous dans ce débat. On espère que cette fois-ci sera la bonne. Charlie Tekem, on a quand même l'impression que, qu'importe la situation, elle ne sera jamais vraiment bonne. S'il y a négociation, on dira que l'armée camerounaise s'est retrouvée dos au mur. Et s'il n'y a pas négociation, on dira qu'elle est jusqu'au boutiste et qu'elle voudrait tuer jusqu'au dernier combattant avant de s'arrêter. Alors, définitivement, comment est-ce qu'on sort de ce spectre, finalement, de la violence dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest de Cameroun? Sérieux. Et si jusqu'ici, on a l'impression de ne pas prendre au sérieux les actions du gouvernement camerounais, c'est parce qu'il donne l'impression de procéder par des gadgets. Vous voyez, jusqu'ici, nous savions que nous étions convaincus, même si c'était encore de façon officieuse, qu'il y a eu une entame il y a eu un rapprochement entre les partis. Et le président Aïb Sekou l'a bien dit à travers son communiqué, que vous nous sortez un communiqué du ministre de la Communication du Cameroun qui fait savoir que non, ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu des négociations, il n'y a jamais eu une entame de pourparlers entre les partis, entre les sécessionnistes et le gouvernement camerounais. Du coup, ça brouille ce qui, jusque-là, ça dilue un peu l'enthousiasme qui a été celui des Camerounais de bien accueillir cette entame de négociations. Parce que figurez-vous que la situation au nord-ouest, au sud-ouest, endeuille des familles, endeuille aussi bien les anglophones même, endeuille l'armée camerounaise et endeuille la nation camerounaise. Donc c'est une situation qu'on prend avec beaucoup de peine, de sorte que depuis que cette situation malheureusement nous est tombée dessus, du fait du chef de l'État camerounais, on a proposé des solutions pour qu'on en vienne à un cessez-le-feu et à discuter de la question sans le précipitement des armes. Et pendant longtemps, le gouvernement a dit on devait discuter avec qui?
quand bien même l'Amazonie avec une branche politique bien constituée avec des personnes responsables comme le président Ayou Cissé-Fou et son cabinet et tous ceux qui, dans la diaspora, s'activent dans la cause amazonienne. Donc, c'est tant mieux qu'il y ait eu des pourparlers, qu'on ait entamé des pourparlers, sauf que, et comme je l'ai dit tantôt, qu'on ne procède plus par gadget, qu'on soit sérieux et que le gouvernement résolument sache que on aurait dû commencer par les pourparlers. On n'aurait pas dû commencer par la guerre et finir par les pourparlers. Si, comme l'a dit Madame Sandy Boston dans son propos, si on avait écouté les avocats, écouté les enseignants, on ne serait pas à plus de 15 000 morts aujourd'hui. On ne serait pas à plus de 500 villages détruits. On ne serait pas à plus d'1 million de déplacés internes. On ne serait pas à plus de 500 000 réfugiés au Nigeria et à travers le monde. Voilà la situation qui nous prend aujourd'hui et la situation pour laquelle l'État du Cameroun, la nation camerounaise devra reconstruire, après qu'on ait fini les pourparlers, il faudra reconstruire la zone anglophone, reconstruire les villages détruits et on n'avait pas besoin pendant 4 ans d'arriver, d'imposer cette situation à la nation camerounaise. Malheureusement, quand vous avez des gens qui sont arrogants de leur pouvoir, imbus de leur personnalité et qui pensent qu'ils peuvent enfermer les Camerounais dans un coin et les détruire et les tuer, alors on impose ce type de situation à la nation et il va bien falloir que quelqu'un paye la note. Malheureusement, c'est le contribuable camerounais qui ne joue déjà pas les deux bouts, qui devra payer la note que nous impose ce gouvernement irresponsable. Merci. Sandy Boston, je me retourne vers vous. Alors, dans ce communiqué, il n'est pas dit que le gouvernement, qu'il n'y a pas d'ouverture vers le dialogue avec les différents groupes armés. Le gouvernement, dans ce communiqué, on apprend très bien que le gouvernement réaffirme sa disponibilité à rechercher des solutions pacifiques à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment par le dialogue. Il est par conséquent ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans le sens du respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Cameroun. Cela voudrait dire que cette voie du dialogue demeure, mais dans les conditions prévues par la Constitution et également par la loi. Maintenant, si jamais ce dialogue devait s'ouvrir, est-ce que vous accepterez ce cadre que vous soumet ici le gouvernement camerounais, à savoir ne jamais parler de la forme de l'État, négocier sans jamais parler de remettre en cause la forme de l'État? Est-ce que cela est possible? Et à qui la question? Dit Boston, s'il vous plaît. La question est à qui vous avez suivi? S'il vous plaît. Alors, s'il fallait, le gouvernement montre effectivement qu'il y a cette ouverture vers le dialogue, mais dans des conditions notamment qui doivent être imposées ici par la Constitution et également par l'obligation de la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun. Sandy Boston, est-ce qu'il est possible, de votre point de vue et selon vos positions, d'ouvrir un dialogue dans ces conditions-là et de résoudre cette crise? Pour répondre à la question, je dirais tout simplement que je ne descendrai pas dans la satire et la critique inutile dans laquelle mon copanéliste Anango a voulu bien m'entraîner, justement pour essayer de détourner le débat qui est aujourd'hui sur l'entame des négociations entre le gouvernement et les forces en présence en Amazonie. Nous n'allons pas fuir ce débat pour parler de... Je vous en prie, monsieur, vous me laissez mon temps de parole. Je veux savoir. Poser des questions après. La récupération, je vous ai dit ça. Question qui m'a été posée justement. Il a été entamé justement parce qu'il s'agissait de l'autodétermination des populations en question. Et cette guerre a été poursuivie justement parce que la forme de l'État actuel ne satisfait pas les populations sur le terrain et les forces en présence. C'est la question centrale de cette guerre. Il n'y a aucune négociation qui pourra être possible sans qu'on aborde justement cette question
Parce que 4 ans plus tard, comme l'a dit mon copanéliste Charlie, il y a beaucoup de sang qui a coulé, beaucoup de vies qui ont été perdues, alors qu'il y a 4 ans, M. Biya et ses caciques déclaraient partout qu'ils ne la faute à qui? Il faut dire la faute à qui? Le sang a coulé, la faute à qui? Ils vont dératiser les zones anglophones et que force reviendra à la loi. Ces gens, c'est des rats, il faut les dératiser. Constaté aujourd'hui, c'est des rats. Ils sont enfin revenus à la phase initiale qui était le dialogue, la négociation. Maintenant, ce dialogue pourra-t-il être effectif sans que les questions principales ne soient mises sur la table et débattues franchement et que les propositions des uns et des autres ne soient prises en compte? Si on refuse de prendre en compte les propositions et les réclamations, les revendications des autres, on ne parle plus d'un dialogue. Parce qu'un dialogue, c'est bien un échange. On est bien d'accord là-dessus. On ne peut pas parler d'un dialogue si on force la partie opposée à adopter son point de vue. Justement, l'objet d'un dialogue, c'est de négocier et c'est de faire des concessions d'une part comme de l'autre. Pour moi, en tout cas, la forme de l'État est centrale à la question de la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et il ne s'agit pas d'autre chose. Ce fameux grand dialogue national dont on nous parle aujourd'hui, nous tous savons dans quelles conditions s'est tenu ce fameux grand dialogue national. Nous avons vu ici en Europe, dans les chancelleries, des réunions se tenir nuitamment, des consultations à huis clos dans des immeubles, notamment l'ambassade du Cameroun à Londres qui était en pleine construction et fermée au public. On ne peut pas parler de sérieux lorsque un pays est en guerre pendant 3 ans, à l'époque, 2019, c'était 3 ans, et que le gouvernement décide de consulter les Camerounais sur cette question, mais choisit lesquels Camerounais il va discuter avec sur une question qui concerne tous les Camerounais, et en plus de cela, violente ceux-là qui viennent porter leur voix, mais en plus, tient ces réunions, ces négociations, ces discussions, ces consultations, dans des lieux tenus secrets, sécurisés, fermés. Soyons sérieux, si on parle de dialogue, on doit échanger, on doit faire des concessions. Et tant que le gouvernement de M. Biya n'échange pas, ne fait pas des concessions, il ne s'agit pas d'un dialogue. Et croyez-nous, que ce soit ceux qui sont sur le terrain, qui sont en train de combattre, qui ont perdu leur village, leur famille, leur argent, qui ont perdu tout, dont les enfants ne vont plus à l'école depuis plus de 4 ans, dont les femmes accouchent dans les brousses. Ça, c'est des éléments qu'il faut toujours rappeler, parce que cela n'a pas été causé par ces populations qui se sont vues agressées sur leur territoire. Si ces gens acceptent de revenir sur la table de négociation, soyons sérieux, écoutons-les, faisons des concessions. Ne leur imposons plus notre agenda, l'agenda de M. Biya. Et seulement dans ce cas, on pourra dire qu'il y a dialogue avec médiation neutre. Je dis bien médiation neutre. Et concession. Vérité dite, processus de pardon et de réconciliation. Mais si on en est encore à vouloir, justement comme M. Anango le dit, les traités de rats, ça veut dire qu'en fait, ce n'est qu'un processus pour la forme et non pour une vraie résolution. Avant de continuer, que nous prenions, ou alors que vous preniez ensemble l'engagement de ne plus stigmatiser ces populations du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun à travers des expressions que vous pourriez utiliser, qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec le sens du débat sur ce plateau. Et je m'en vais vous donner la parole, Padi Asanga. Est-ce que le président Paul Biya, de par la Constitution et de par ses attributions qui sont dans la Constitution, peut aujourd'hui entamer des discussions qui peuvent aller dans le sens, qui peuvent atteindre la partition du Cameroun ou alors un changement de la forme de l'État? La question à Padi Asanga, vous m'accusez d'avoir traité les populations du nord-ouest de rats. Je n'ai jamais traité aucune population de rats.
Je traite ceux qui sèment la terreur de rats. Ne prêtez pas les intentions. Ce que vous faites, on appelle ça l'homme de paille. Vous me prêtez des propos pour me donner l'impression que j'ai méprisé une ethnie. Je dis bien, ceux qui écartèlent les gendarmes, ceux qui coupent les têtes des gardiens de prison, ceux qui coupent les mains des gens là-bas, pour moi, ce ne sont pas des êtres humains, c'est des rats. Ils ont vocation à être dératisés. Et je l'ai dit tout à l'heure que si ça ne dépendait que de moi, on ne négocie pas avec ce type de personnages. On les liquide comme des chiens et c'est tout ce qu'ils méritent. Monsieur Anango, on va s'en tenir à ça et s'il vous plaît, veuillez respecter cette police d'antenne qui nous est imposée pour que nous puissions aller jusqu'au bout dans ce débat. La question vous revient, la question vous avez été posée tout à l'heure, Padi Assanga, elle vous est attribuée à nouveau. Alors, est-ce que le président Paul Biya peut aller à des négociations où on peut remettre en cause la forme de l'État quand on sait que celui-ci, bien sûr, a pour attribution notamment la préservation justement de l'intégrité territoriale du Cameroun? Ce qui va choquer tout le monde. La forme de l'État que M. Biya a aujourd'hui, il ne l'a pas héritier. C'est-à-dire, si on est passé de la République du Cameroun, le Southern Cameroun, et puis United Republic of Cameroun, et puis République du Cameroun, on peut encore faire autrement. Il faut bien constater que dans les mémorandas de certains partis politiques qui ne sont pas bannis, qui sont représentés à l'Assemblée, ils veulent changer la forme d'État s'ils ont la majorité. Donc, ils peuvent parler dans le cadre constitutionnel de résoudre la crise anglophone, mais ils ne peuvent pas nous imposer, nous interdire de ne pas parler de la forme d'État. Non, c'est en effet, c'est la forme d'État qui fait le problème anglophone, à l'occurrence l'article 47 de la constitution de Fumban ou bien de la constitution fédérale. Donc, quand on revient ici, et son seul et unique forme de commerce, c'est de faire à ce que et de voir à ce que la crise anglophone ne se résoudre pas parce qu'on n'est représenté nulle part. Il faut qu'on arrête cela et on dit stop. J'ai toujours l'habitude de dire que ceux qui restent ici à la diaspora, ils aboient, ils disent que ça se passe comme ça au Nozo, ça se passe là-bas au Nozo. Prochainement, quand je vais descendre au Cameroun, je vais les appeler pour qu'ils partent avec moi dans mon village. Et puis, on va sortir les gens qui sont à Pigny, à Balikumbat, à Baligachou, à Foukankan, à Bali, à Batibo, à Gouzan, à Libialem, qui personne ne reste ici et s'ingérer dans la crise anglophone. On va parler. On a parlé de Mancho BBC. Mancho BBC n'est pas un basonnier. Donc, faites très attention. Je dis ça. Arrêtez de radicaliser les anglophones qui cherchent à ce que ce problème-là soit résolu. Quand je suis allé en prison, Takan, le pasteur Takan, qui écrit tous les jours sur Facebook, mes amis du Facebook, les généraux du Facebook, ils ne lisent pas. Ils parlent seulement de ce qu'on a eu parce qu'il y a un certain secrétaire général dans un parti politique qui est parti leur demander que non, donne-nous la lettre de clémence, on va aller déposer à M. Biya. Maintenant que le cardinal, avec son autorité, la voix le plus écoutée de tous les anglophones est parti là-bas, le fonds de commerce s'écoule. Et ils disent que ce n'est pas ça. Non, M. Biya n'a pas le monopole. On n'a pas voté M. Biya au Nozo. Il est le président de facto du Cameroun. Garçon blanc au peau noire, comme tous ses ministres et ex-ministres et ses acolytes. Il faut que les gens laissent les anglophones résoudre leurs problèmes eux-mêmes, que la pierre revienne entre les anglophones. Et là, on va s'asseoir avec nos frères francophones pour dire que bon, si votre problème c'était la double nationalité, si votre problème c'était la présidence, il faut savoir que le moment est venu aussi où les anglophones peuvent gouverner le Cameroun pendant 30 ans, 40 ans. Les anglophones sont depuis 2016 dehors. Ils viennent en 2018, ils viennent nous donner des leçons. On les a rencontrés, les mêmes personnes qui sont ici devant moi à Berlin. Je les avais dit, la voie que mes frères sont en train de prendre, ce n'est pas bon. Je ne suis pas content que M. Serge Anango soit très fâché parce qu'il y a des décapitations chez moi. Mais c'est ces mêmes personnes qui sont assis ici avec moi. Ils disent qu'il faut qu'ils achètent les armes envoyées à Pilmacha. Ils étaient dans le projet de Cologne. Après, ils disent qu'ils ont aussi leur président élu, qui n'est même pas Cessé Koutabe. Il dit que c'est le président élu Kamto. Donc, vous suivez M. Kamto, et je dis même au professeur Kamto de vous de socialiser des gens comme vous
qui ne connaissent pas qui n'agissent pas dans la Constitution, que vous arrêtez de prendre son nom, faites de son nom vos fonds de commerce, collectez des laitiers, faites de 14 000 détournés, le bus détourné, je ne sais pas quoi. Je veux dire, et je le dis ici, il faut que ça s'arrête. Réglez votre problème de hold up d'abord, parce qu'au Nozo, on n'a pas voté M. Biya, on n'a pas voté Maurice Kamto. On est en train d'œuvrer à ce que nos enfants ne soient pas tués là-bas au Nozo. Je pense que j'en ai terminé. Merci. Sanga. Serge Anango, je vous retrouve. Alors, quand on lit le communiqué du gouvernement, on se rend compte qu'il y a, qu'il y a une ouverture. D'ailleurs, le gouvernement affirme être ouvert à des contacts, à des discussions avec les groupes armés et leurs leaders. Alors, on en est à se demander, mais qui devrait donc finalement faire le premier pas? Le gouvernement dit rester ouvert et on a effectivement l'impression sur ce plateau que les groupes armés aussi sont ouverts. Mais à qui, qui devrait, de votre point de vue, effectuer le premier pas? À qui? Celui qui fait le premier pas n'est pas celui qui est le plus fort. Il faut que ça se... S'il vous plaît, pour que nous puissions aller vite dans le débat. La question est à Serge Anango. Alors, dans le communiqué du gouvernement, on lit très bien que voilà, le gouvernement reste ouvert aux différents contacts et initiatives et propositions allant dans le sens voilà, de permettre qu'il y ait un retour à la normale en préservant bien sûr l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Cameroun. On voit très bien, de par les annonces des leaders, des différents mouvements séparatistes, qu'il y a également une ouverture de ce côté-là vers le dialogue. Mais qui doit donc qui doit marquer le premier pas? La question est à moi. Je cru entendre mon nom parce qu'il y a des soucis de connexion. Si la question est à moi, je vais répondre assez honnêtement. Je pense que dans une négociation, c'est celui qui a le plus à perdre qui négocie. Et la logique est simple. Ceux qui sont contre Paul Biya dépeignent Paul Biya en démon. Partant de cette hypothèse-là, Paul Biya est donc celui qui n'a rien à perdre vu qu'il est le démon. Donc je vais me placer dans le référentiel des gens qui accusent Paul Biya d'être le démon. Ils disent que Paul Biya est le démon. Ils disent que René Sadi est le démon. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cœur. Donc vous ne pouvez pas attendre d'un démon ou d'un diable qu'il a un comportement d'ange. Encore une fois, je précise que je me mets dans leur hypothèse. Ça veut donc dire que partant de cette hypothèse-là, ceux qui ont le plus à perdre, ce sont eux. Et s'ils avaient donc cet amour de la population comme ils prétendent en avoir, ils seraient les premiers à dire, écoutez les gars, vous avez en face de vous un diable, alors ne faites pas le malin, négociez, on se calme et on arrête. Parce qu'il faut savoir que ces gens partent d'une logique très simple, qui consiste à faire croire que la guerre, c'est comme un accouchement. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un accouchement, c'est certes difficile, mais c'est nécessaire pour enfanter. Ils font croire que la guerre, c'est un accouchement pour avoir la paix. Ils sont en train d'expliquer, là, si vous écoutez Sandy Boston et Charles Tenkem qui sont là, donc Charles Tenkem, donc je sais qu'il ne partage pas cette ligne-là, puisqu'il est directement touché. Hein. Si on commence à bombarder n'importe comment, son village va être, lui qui partage le même village que moi, il va être le premier touché. Donc autant dire qu'il n'est pas spécialement chaud que les Ambazoniens débarquent dans notre village. Hein. Parce que pour ceux qui sont là-bas, ils ont dit clairement qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc je ne suis pas sûr qu'ils soient déjà en accord avec sa famille. Mais ça, c'est les positions, c'est les postures. Comme Maurice Kamto dit, on va. Donc il faut soutenir. Donc moi, je dis ici là que ne demandez pas quand il y a des histoires graves comme ça, quand il y a des morts, quand vous demandez aux gens de venir sur les antennes télé d'appliquer un politiquement correct. Moi, je suis déjà suffisamment correct comme ça, je vous le dis. C'est pour ça d'ailleurs que je refuse la plupart du temps d'aller sur les plateaux. Vous n'êtes pas souvent les seuls à demander. Je viens là parce qu'il y a quand même un certain moins de cadre, il y a un peu moins de cadrage. Parce que si on commence à dire aux gens comment ils doivent se tenir, comment ils doivent manifester leur indignation, ce n'est pas la peine de nous inviter. Parce qu'on n'est pas né pour venir sur les télés, on n'est pas payé pour ça. Donc, nous sommes Camerounais, nous avons des gens sur le plateau, nous partageons des visions différentes de ce qu'il faut faire au Cameroun. Cependant, n'oublions pas qu'il y a des morts. Et je dis encore que quand vous dites que Paul Biya c'est le diable, il faut être cohérent. Ça veut dire que dites de la population que vous avez en face de vous le diable, c'est-à-dire quelqu'un qui est sans pitié, et donc de déposer les armes. Vous n'allez pas à Cologne dire qu'il faut envoyer les armes au Cameroun, qu'il faut ouvrir les contacts avec Phil Marshall en sortant 20 € pour déposer sur la table. On ne sait pas avec quelle arme on achète 20 € un couteau, je ne sais pas. Donc, il faut être cohérent. La guerre, en état de guerre, on suspend la morale. C'est bien de prendre parfois certaines exactions qu'on impute à l'État, qu'on impute aux militaires. C'est des êtres humains, ils ont des fragilités. Comme par exemple dans la Basse, il y a eu des viols, et la demoiselle qui est là sait très bien de quoi il est question, elle a soutenu pour
soi-disant le bien du combat. Eh bien, l'armée peut aussi déconner parfois pour respecter, pour maintenir la loi. La constitution du Cameroun ne prévoit pas la séparation d'un État. Si vous voulez la sécession, il aurait fallu que vous présentiez à l'élection législative, que vous fassiez voter une loi qu'on inscrivait dans la Constitution, à savoir la division du Cameroun. Voilà. Vous êtes resté en marge, ben vous la fermez, c'est tout. Donc je trouve quand même qu'Afrique Média qui invite toujours ces gens qui ne représentent rien, je ne sais pas si c'est pour faire des audiences, je donne mon avis, hein. Moi je le vois en tant que Camerounais, je donne mon avis, je ne sais pas si c'est pour faire des audiences qu'on invite des gens qui ne représentent rien, je suis quand même un peu surpris d'être sur un plateau où il n'y a aucun cabraliste, hein, quand même, qu'il n'y a aucune personne qui représente Serge Espoir Matomba, qu'il n'y a aucune personne du parti de Paul Henri Kingé. On a toujours à chaque fois les mêmes gens, les gars du MRC, alors qu'ils n'ont personne à l'Assemblée nationale. Ça c'est de plus en plus insupportable. Moi je rappelle quand même que aborder la guerre, ceux qui critiquent les actions des militaires, aborder la guerre dans le sens de la morale, c'est un peu comme aborder un film porno dans le sens de la Bible. Voilà. On ne peut pas s'attendre dans un film porno d'avoir des choses catholiques, et même qu'on ne peut pas s'attendre dans une guerre à avoir des choses morales. C'est les militaires tous les jours qui font face à un certain type de difficultés, à une guerre déloyale, à des enfants, aux enfants que vous voyez en apparence comme des victimes qui s'avèrent être des bombes humaines. Donc c'est les militaires qui sont là à chaque fois. Et si vous estimez qu'ils ne font pas bien, Sandy Bosson et Charlie Tenkem, je pense que l'armée recrute. Hein. Il y a besoin de gens, vous pouvez même d'ailleurs le faire à titre gracieux. Vous avez suffisamment travaillé en Occident pour avoir assez d'argent pour aller vivre là-bas. Allez faire la guerre au Cameroun. Hein. On ne cherche pas la guerre. Il faut savoir qu'on ne fait pas la guerre. C'est la guerre qui nous fait. Vous qui encouragez la guerre, je dis simplement que vous allez assumer les conséquences. Et je demande simplement à être cohérent. Soit vous pensez que Paul Biya est quelqu'un qui a un cœur. Et à ce moment-là, vous demandez de le pousser à bout pour qu'il négocie. C'est contradictoire à votre hypothèse qui consiste à dire qu'il est le diable. Soit il est le diable, et à ce moment, vous demandez à vos gars, attendez les mecs, il est le diable. Il a l'armée, hein, il prend un chasseur bombardier, il rase tout le nord-ouest. Donc demandez à vos populations de déposer les armes et n'allez pas à Cologne dire que vous allez envoyer les armes, vous allez nouer les contacts avec un tyran. Voilà. Et retour sur ce plateau et préciser qu'on ne peut pas dire que la guerre n'est pas régie. La guerre est régie par le droit international, notamment la Convention de Genève sur les conflits armés, bien entendu, qui a été dûment ratifiée, ainsi que son protocole additionnel par l'État du Cameroun. D'ailleurs, c'est ce texte qui permet aujourd'hui de parler d'exaction ou alors d'éliminer des cas présumés d'exaction. C'est ce texte-là qui régit pratiquement l'activité au quotidien des forces de défense et de sécurité sur le terrain, tout comme également des combattants sécessionnistes qui sont également soumis. Donc la responsabilité peut également être épinglée à travers ce texte-là normalement. On va poursuivre toujours dans le sens de nos échanges sur le plateau, cette fois-ci avec vous, Charlie Temkem. Alors finalement, pour sortir de crise, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, du côté des séparatistes, envisager justement d'être les premiers à nouer ce contact, ou alors ces contacts-là avec le gouvernement dans le sens d'un dialogue? La question est à Charlie Temkem. Charlie Temkem, est-ce que vous nous recevez? Malheureusement, Charlie Temkem n'est pas là. On va, dans ce cas, je vais me retourner vers vous, Serge, peut-être Serge Anango, pour un complément, avant que nous ne puissions évoluer. Voilà. Malheureusement, difficile de vous retrouver, messieurs, en multiplex pour que nous puissions échanger. On va peut-être plutôt ouvrir le standard et permettre aux appelants de nous retrouver à l'antenne pour pouvoir également nous dire un mot autour de cette situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et pourquoi pas sur le communiqué du gouvernement qui certes ne confirme pas qu'il y a eu des contacts avec des leaders séparatistes en détention, mais affirme l'ouverture du gouvernement à des contacts et au dialogue qui pourrait permettre, dans le cadre bien entendu de la Constitution,
de la République du Cameroun a-t-on lu permettre un retour à la normale dans ces deux régions camerounaises. On va poursuivre donc avec le standard. Les différents numéros de téléphone sont au bas de votre écran. Vous pouvez nous retrouver pour que nous puissions recevoir à l'antenne votre lecture, votre analyse de cette situation dans les régions donc, du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, les auditeurs d'Afrique Média. J'appelle depuis Garoua. Je voudrais rappeler à vos auditeurs et à vos panélistes que nous savons tous ce qui se passe au niveau d'Ambazonie. Nous ne sommes pas dupes, nous les Camerounais. Nous savons que Boko Haram a été créé pour forcer la main des Camerounais, du président Biya, des Africains, à reconduire les accords de France-CFA. C'est ça la raison de la création de Boko Haram. Quant à Ambazonie, ce sont quelques firmes américaines qui veulent spolier le pétrole de Bakar, le pétrole du Cameroun. Maintenant, comme ces gens sont naïfs, ils croient que ces multinationales américaines viennent pour leur cause, pour manquer. Si vous venez à vous faire gagner cette guerre, vous devrez souffrir comme les gens souffraient en Irak, au niveau de Mossoul. Vous devrez souffrir comme les gens sont en train de souffrir au niveau du Soudan du Sud. Ce sont des réalités. Il ne faut pas qu'à l'époque-ci, comme soit naïfs à ce niveau-là, les Américains qui vous donnent les armes, les Américains qui font des plaidoyers pour vous, ce n'est pas pour vous bouger, c'est pour vous manipuler. Comme vous êtes ignorants, on vous manipule, on veut spolier le pétrole du Cameroun. Mais ça, avec la bipolarisation, c'est impossible. Le Cameroun a une armée, je dis, c'est l'une des meilleures armées d'Afrique. On ne peut pas permettre à ce que des Américains qui ont tué l'Afrique depuis des années 40 avec les Français continuent à leur fil à nous piller en passant par nos propres frères, en nos montagnes contre eux-mêmes. C'est l'ignorance. Oui, c'est l'ignorance. Et nous savons que la cause fondamentale de l'ignorance, c'est le système communicationnel. Quand vous communiquez aujourd'hui là, c'est comme ça que vous défiez l'ignorance aux Africains qui sont manipulés tous les jours, qui consomment la drogue, qui consomment l'islamisme, qui consomment le terrorisme pour se détruire. Cette jeune dame, revenez pied sur terre. Arrêtez votre haine contre vous-même, contre votre population. Les Américains vous tombent pour nous spolier. Mais de ce point de vue-là, ils ne vont jamais, mais n'allons jamais réussir. Les Américains ne demandent pas la séparation, ils demandent une amélioration de conditions de vie. Et pour améliorer les conditions de vie, il faut créer l'emploi. Personne d'entre vous, malheureusement, ne peut dire comment fait-on pour créer de l'emploi dans d'autres pays. La création d'emplois passe par la libération d'abord du continent. Nous sommes mieux colonisés. Il n'y a aucun pays mieux colonisé au monde qui crée l'emploi à ceci, ceci. Ça n'existe pas. Or, le mot mieux colonisé nous échappe. Quel type mieux colonisé nous échappe? Si on écrit, ça ne nous échappe pas. On ne devrait pas rester sur ce plan, soutenir les impérialistes qui veulent nous impérialiser en faisant donc monter les armées comme Ambazonie. C'est parce que nous sommes ignorants. À un certain moment, soyons logiques et essayons de lever un peu le niveau de débat pour mieux comprendre ce qui nous arrive. Jusqu'à ce niveau-là, vous ramenez le Cameroun à un niveau ridicule. Or, le Cameroun a été élevé à un niveau très haut par son équipe de football, par la qualité de son armée, par la qualité de ses intervenants au niveau des télévisions. Nous ne ramenons pas le Cameroun bas en défiant la ligne. Merci à vous pour votre contribution au standard. On espère toujours recevoir en multiplex nos invités qui sont installés, avec qui nous échangeons bien sûr sur cette situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La main tendue du gouvernement qui demeure, mais le gouvernement qui dément toute forme de contact entamé avec des leaders sécessionnistes camerounais, tel que cela avait été abondamment relayé dans les réseaux sociaux camerounais et par la presse nationale. On va poursuivre avec cet appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir monsieur et bienvenue à l'antenne. Bonsoir.
Et rappelez que le numéro d'accès direct pour nous retrouver et échanger avec nous sur le plateau, c'est bien sûr le 237 242 20 89 93. Voilà, pour vous qui êtes aux quatre coins du monde et qui nous suivez, vous pouvez nous retrouver directement à travers ce numéro-là pour que nous puissions donc échanger en direct sur les antennes de la télévision panafricaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà, on va très rapidement poursuivre plutôt en donnant à nouveau donc lecture de ce communiqué qui est signé René Emmanuel Sadi, ministre camerounais de la communication. Voilà, communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion que l'information diffusée dans les réseaux sociaux sur la tenue le 2 juillet 2020 de négociations entre une délégation gouvernementale et des sécessionnistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à rechercher des solutions pacifiques à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment par le dialogue. Il est par conséquent ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans le sens, dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Cameroun. Le gouvernement lance de nouveau un appel aux groupes armés pour qu'ils cessent les atrocités contre les populations civiles ainsi que la destruction des infrastructures de développement et répondent favorablement à l'offre de paix du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Les forces de défense et de sécurité, dans le respect des lois et règlements de la République, continueront quant à elles à accomplir avec professionnalisme leur devoir de protection des citoyens et de leurs biens. Voilà, c'est donc un communiqué qui a été signé ce 6 juillet 2020 par René Emmanuel Sadi, ministre camerounais de la communication. Voilà, on n'ira pas plus loin dans le cadre de cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous qui avez été nombreux à nous retrouver, et remercier nos invités, Padia Sanga, Charlie Temkem, également le docteur Succès Congo, qui n'a malheureusement pas pu être là, Serge Anango et Sandy Boston. Merci à vous d'être passés ce soir, échanger sur la question. Et quant à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Allô? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis M. Teka. Bonsoir, monsieur. Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde.